Bonjour à tous, Cyril Kemner, un des médecins anesthésistes réanimateurs de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Je vais vous présenter aujourd'hui ce topo sur l'intubation orotrachéale pour ventilation mécanique dans le cadre des formations accélérées aux soins et techniques de réanimation. Dans le cadre de ces topos, on s'est intéressé à la fois à l'oxygénation pure, mais aussi à la ventilation, qui peut être délivrée à nos patients de plusieurs manières, soit de manière non invasive, et c'est la VNI qui fera l'objet d'un topo particulier, soit de manière invasive, c'est-à-dire au moyen d'une intubation orotrachéale notamment, qui peut se faire une fois que le patient est intubé, soit en ventilation contrôlée, notamment on va parler de contrôlée en volume qui s'appelle la VAC, ou alors une ventilation invasive assistée qui s'appelle la ventilation spontanée avec aide, également appelée VSAID ou VSAI. Les objectifs de la ventilation invasive pour nos patients, ça va être à la fois de les oxygéner, mais aussi de retirer le CO2 qu'ils ont dans le sang, donc la décarboxylation, de protéger les voies aériennes au moyen de la sonde d'intubation à ballonnet et éviter que le patient inhale son contenu gastrique en intrapulmonaire, et limiter le travail respiratoire du patient et mettre les muscles respiratoires du patient au repos dans certains cas. Une intubation, ça se prépare. Ça se prépare tout particulièrement en contexte Covid et je vous ai mis en annexe une checklist que j'ai fait pour l'intubation en réanimation. Elle est perfectible, je vous laisserai chacun en faire ce que vous voulez. Si on reprend les grandes étapes clés de la préparation, tout d'abord le matériel d'intubation, un vidéolaryngoscope principalement dans le contexte de pandémie à coronavirus pour éviter de s'approcher trop près des voies aériennes du malade, ou alors un laryngoscope standard avec une lame de Macintosh. On préparera aussi la sonde d'intubation ainsi qu'une seringue de 10 ml pour gonfler le ballonnet. La deuxième partie va concerner la préparation du circuit. La préparation du circuit, tout d'abord côté patient, va soit pouvoir mettre un filtre échangeur humidificateur passif, c'est le filtre vert que vous voyez, soit ce qu'on appelle un humidificateur chauffant ou appelé cocotte. On va préparer le circuit respiratoire, on va préparer le filtre pour la valve expiratoire du respirateur pour éviter de contaminer son respirateur. On va également préparer deux autres éléments, le circuit clos d'aspiration et le TCO2 ou capnographe qui va nous permettre, une fois le patient intubé, de vérifier la bonne mise en place de notre sonde. On va également préparer le respirateur avec des réglages qui sont déjà effectués. Et enfin, on va préparer le plateau de drogue d'intubation en fonction de ce que votre médecin vous a demandé de préparer. En général, pour une intubation en séquence rapide en réanimation, un hypnotique au choix du médecin, kétamine, étomidate, propofol, et un curare d'action rapide, cellocurine ou esméron, rocuronium. Une importance de plateau d'intubation avec tout le matériel prêt prend tout son sens dans le contexte de pandémie Covid, puisqu'on va être isolé dans une chambre avec le moins de personnel possible dans la chambre et surtout le moins de va-et-vient entre l'extérieur de la chambre et cette chambre. On n'oubliera pas, pendant l'intubation, en post-intubation et quand on lance la ventilation, également quand on monte des pièces du circuit, de faire des pauses respiratoires sur les respirateurs pour ne pas se contaminer. En post-intubation immédiat, plusieurs petites choses à faire. Notez le repère de la sonde d'intubation à l'arcade dentaire pour voir à quel niveau nous sommes au bon endroit, c'est-à-dire pas sélectif en intubant une bronche souche droite par exemple plus que l'autre et en ventilant qu'un poumon.
Donc ce repère est très important, il ne faudra pas qu'il bouge pendant toute la durée d'intubation du patient. On va fixer la sonde d'intubation avec le cordon, et vous aurez une vidéo spéciale là-dessus. Et on va contrôler la pression du ballonnet à l'aide d'un manomètre. Le post-intubation tardif, il y a des étapes à faire tous les jours, voire plusieurs fois par jour, qui sont importantes. Tout d'abord, l'aspiration trachéale. Le but, ça va être de drainer les sécrétions trachéales de notre patient. Et on va le voir, la fréquence, ça va être en fonction des protocoles de chaque service. Mais assez facilement, s'il y a une hausse des pressions de crête sur votre respirateur, on essaiera de comprendre cela. Si le patient tousse ou si vous entendez un bruit anormal dans le circuit du respirateur à type de sécrétion. Pour aspirer le patient, notamment en cas de circuit clos, il faudra que vous mettiez le patient en FiO2 1 ou 100% d'oxygène sur votre respirateur. Vous vérifiez bien la fonctionnalité de l'aspiration et vous la branchez au circuit clos, parce qu'elle n'est pas toujours branchée au circuit clos, cette aspiration murale. Vous tournez le circuit clos pour pouvoir passer la sonde d'aspiration dans la sonde d'intubation orotrachéale du malade. Vous aspirez en retirant, rien ne sert d'aller trop loin et d'aller buter à chaque fois contre la carène, on risque d'être traumatique. Juste, il faut aspirer le contenu qu'il y a dans la sonde et vous notez l'aspect et la quantité des sécrétions. Il faudra bien à la fin penser à rincer l'aspiration de votre système clos. Un autre des soins en post-intubation tardive qui est un soin quotidien, voire pluricotidien, sont les soins de cordon. L'objectif de ce cordon, c'est le maintien de la sonde d'intubation et l'objectif des soins de cordon, c'est que le patient ne s'abîme pas autour de ce maintien. La fréquence, elle est d'une fois par jour, mais encore une fois, elle va dépendre des protocoles de service. Le déroulement de ces soins de cordon, ça va être de mettre le patient pareil en FiO2 1 ou 100% d'oxygène sur le respirateur, bien vérifier la pression du ballonnet, qu'on n'extube pas accidentellement le malade au moment de faire le soin de cordon. On va vérifier le repère de l'intubation aux arcades dentaires pour pouvoir le replacer au bon endroit s'il bouge pendant le soin de cordon. On va changer le cordon et on va surveiller les escarres au niveau des commissures. Il faudra également changer le fil du patient et du respirateur une fois par jour ou plus en fonction de vos protocoles de service. On n'oublie pas, tout débranchement de la sonde d'intubation doit faire l'objet d'une pause respiratoire sur le ventilateur. Une fois notre patient intubé, nous allons pouvoir le ventiler de façon invasive. Pour ventiler nos patients de façon invasive, il existe différents modes. Nous allons en détailler deux tout particulièrement. La ventilation assistée contrôlée en volume et la ventilation spontanée avec aide, appelée VSZ. La ventilation assistée contrôlée en volume est appelée VAC et nous allons pouvoir régler comme paramètres notamment en VAC la FiO2, fraction inspirée en O2 de 21 à 100%. Le but va être l'oxygénation du malade. Nous allons pouvoir surveiller la saturation pulsée en oxygène sur notre scope et la saturation artérielle en O2 et la PaO2, pression artérielle en O2 sur le gaz du sang. Nos alarmes seront réglées sur le scope suivant les objectifs de SpO2 du malade. Nous allons pouvoir régler sur notre respirateur également la pression expiratoire positive. Pour rappel, c'est cette pression qui va lutter contre la fermeture des alvéoles en fin d'expiration du malade. Elle va permettre le maintien de ces alvéoles ouvertes et va permettre donc la facilitation des échanges gazeux et l'oxygénation du patient. Nous allons pouvoir régler un volume courant, appelé fréquemment VT. Ce volume courant, il va être défini par le nombre de millilitres qui rentrent dans le poumon du patient à chaque cycle inspiratoire. Les objectifs, ça va être pour être protecteur qui est 6 à 8 ml/kg de poids idéal théorique du malade qui rentre à chaque inspiration. On répète la formule du poids idéal théorique, ça va être taille moins 110 chez la femme et taille moins 100 chez l'homme, la taille en centimètres.
Exemple, une femme qui fait 1,60 m, on va faire taille moins 110, ce qui fait 50. Son poids idéal théorique sera 50 kg. Et donc l'objectif de volume courant, si on veut la ventiler à 6 ml/kg, ça sera 6 fois 50, soit 300 ml. Si on veut la ventiler à 8 ml/kg, ça sera 8 fois 50, soit 400 ml. Il va falloir surveiller ce volume et il va falloir surveiller les pressions que ce volume va entraîner quand on l'applique au poumon de notre patient. Il y a deux types de pressions, les pressions de crête et les pressions de plateau, qu'on détaillera ensuite. Nous allons donc régler nos alarmes de volume courant sur le ventilateur avec une alarme de pression de plateau. L'alarme de pression de plateau, elle sera au max à 30 cm d'eau. On va pouvoir régler sur notre respirateur également la fréquence respiratoire du malade. Quand un malade est totalement sédaté, on contrôle toute sa respiration, toute sa ventilation, et donc c'est nous qui allons lui imposer une fréquence respiratoire. Plus elle va être haute, plus on va pouvoir éliminer le CO2 et donc on va pouvoir décarboxyler le patient. Il va falloir le surveiller sur la PaCO2, et également sur l'EtCO2, end-tidal CO2, sur la courbe de capnographe, à savoir qu'il peut exister un gap, une différence importante entre la pression artérielle en CO2 dans le sang et le TCO2. Les alarmes à régler, ça va être l'alarme de fréquence respiratoire sur le scope et l'alarme de TCO2. Les autres paramètres qu'on va pouvoir régler, ça va être par exemple le débit inspiratoire, et les paramètres qu'il va falloir surveiller, ça va être le pourcentage de fuite. Il va falloir mettre également des alarmes à la fois de fuite sur le respirateur, mais aussi bien sûr des alarmes de débranchement patient et de TCO2. Si on résume, la VAC, il va y avoir des choses pour ventiler le patient, des choses pour oxygéner le patient. Ce qu'on peut régler dans le cadre de la ventilation et donc de la décarboxylation, c'est la fréquence respiratoire et le volume courant. Et ce qu'on va pouvoir régler pour une oxygénation de notre patient, c'est la fraction inspirant d'oxygène et la pression expiratoire positive. On va pouvoir régler d'autres paramètres, mais je ne détaillerai pas ceci. Si on regarde maintenant un écran de respirateur, nous voyons chez cette patiente, donc on reprend l'exemple de tout à l'heure, par exemple, Madame X, 60 kg, 1,60 m, son poids idéal théorique, il va être de 50 kg, puisqu'il y avait taille moins 110. Si on veut la ventiler à 7 ml/kg, on va régler un volume à 350 ml, ce qui est fait sur le respirateur. Vous voyez en bas, il y a 50% de FiO2 réglé, 350 ml de volume, une fréquence respiratoire à 24 et une PEP à 5. Avec ça, on a parlé des pressions à surveiller et notamment de la pression de plateau. Vous voyez que la pression de plateau, elle est à 29 ici. Il ne faut pas qu'elle dépasse 30, donc il faut bien mettre une alarme de pression de plateau supérieure à 30. Si la pression de plateau dépasse 30, alors il faut réadapter les volumes pour mettre des volumes plus bas pour la patiente. On peut également surveiller la PEP, le TCO2 et le volume total expiré, ainsi que le pourcentage de fuite. Passons maintenant au mode ventilation spontanée avec aide, qui est toujours un mode invasif, administré par le moyen d'une sonde d'intubation, mais où le patient a plus de liberté respiratoire et pas complètement sédaté, et va déclencher ses cycles lui-même, un peu comme en ventilation non invasive, sauf que cette fois-ci, nous sommes intubés. Dans ces cas-là, nous allons pouvoir régler plusieurs paramètres, toujours la FiO2 qu'on va surveiller avec les mêmes paramètres, c'est-à-dire la SpO2, la SaO2 et la PaO2, et avec toujours les mêmes alarmes. Le but, oxygéner le patient. On va pouvoir régler la PEP, pression expiratoire positive, pour oxygéner le patient et baisser son travail respiratoire. Chose qui change par rapport à la VAC, nous allons pouvoir régler l'aide. L'aide, c'est ce qui va permettre à chaque insufflation
d'aider le patient à prendre du volume et donc on va lui appliquer une pression à chaque inspiration déclenchée par le malade. Le machine va donner une pression supplémentaire pour l'aider à faire rentrer du volume. Cette aide se règle en pression, mais il n'empêche qu'il faut surveiller, comme tout à l'heure, le volume administré pour éviter qu'il y ait trop de volume courant et qu'on ait du volotraumatisme. On abîme les alvéoles et le poumon en lui donnant trop de volume. On va pouvoir régler également le trigger, la pente inspiratoire et le pourcentage de... Et il faudra surveiller le pourcentage de fuite. On recherche toujours en VSZ des signes cliniques de lutte respiratoire et on règle les mêmes alarmes, c'est-à-dire alarme de volume courant, alarme de fréquence respiratoire, alarme de fuite sur le respirateur, alarme de débranchement patient, alarme ETCO2. Si on reprend pour faire simple, les paramètres de ventilation qu'on peut régler en VSZ, ça va être l'aide, donc c'est une pression, et le trigger, ça va être la gâchette qui va déclencher l'inspiration du patient. On va régler des paramètres d'oxygénation, la fraction inspirante d'oxygène et la pression expiratoire positive. Et on va régler d'autres paramètres, pente, trigger, auxquels on ne s'intéressera pas dans ce cours. Si on veut monitorer la ventilation, ça sera la pression artérielle en CO2 et l'ETCO2. Sur le respirateur, ça sera également la fréquence respiratoire et le volume courant. Si on veut monitorer l'oxygénation, ça sera la PaO2 et notamment le rapport PaO2, donc pression artérielle en oxygène, sur FiO2, sur fraction inspirée d'oxygène, ce qui va nous permettre d'évaluer la gravité du malade. Et on va surveiller également la SpO2, qui est la saturation pulsée en oxygène, sur l'oxymètre de pouls. On va monitorer également les complications, les surveiller, le barotraumatisme, mettre trop de pression dans la cage thoracique d'un malade, dans le poumon d'un malade. Comme je vous le disais, il faut qu'il y ait des pressions de plateau au max à 30 cm d'eau et donc il faut régler, c'est l'alarme de pression de plateau. Il faut éviter le volotraumatisme, trop de volume dans les poumons et dans les alvéoles et donc on va régler une alarme de volume. On va rechercher le retentissement circulatoire de cette ventilation mécanique et donc une fois qu'elle sera initiée, on évaluera bien sûr l'hémodynamique de notre patient, la tension. Et il faudra surveiller en permanence le retentissement infectieux. On chinte toutes les barrières de défense naturelles. On a un risque de pneumopathie acquise sous ventilation mécanique qu'il faudra surveiller régulièrement. Une petite diapo d'interprétation rapide des alarmes. Si nous avons vu qu'il y avait différentes pressions, il y a la pression de plateau qu'il faut monitorer. Au maximum, il faut qu'elle soit à 30 cm d'eau. Mais il y a également la pression de crête. Cette pression de crête, en fait, elle est reflet des résistances du circuit inspiratoire et des voies aériennes de votre malade. Si elle augmente, la pression de crête, il faut toujours penser à de la ventilation sélective ou à un obstacle sur le circuit à type morsure de sonde, plicature de la sonde, sécrétion obstructive, ou alors à une toux ou à une désadaptation respiratoire du malade dans le cadre d'un réveil. Si cette pression de crête augmente en même temps que la pression de plateau, il faut penser également à un pneumothorax. Si les pressions sont basses ou volumes sont bas, il faut penser à un débranchement patient ou penser à des fuites sur le circuit. Si la fréquence respiratoire est haute, il faut penser que la demande ventilatoire du patient est non satisfaite et donc il y a probablement un réveil du patient ou alors qu'il y a une inadéquation entre les réglages du respirateur et les besoins du patient. Si on doit retenir des messages clés de cette présentation, c'est que dans le cadre de la pandémie Covid, on doit anticiper l'intubation pour ventilation mécanique en préparant un kit d'intubation orotrachéale. On peut avoir à disposition, et je vais vous la mettre sur le site de l'ASFAR, la checklist avant intubation. Il faut prévoir le réglage du respirateur et des alarmes en amont de l'intubation. Il faut savoir les réévaluer en permanence.
faut savoir prévenir les médecins et les collègues en fonction des différentes alarmes. Et il faut connaître les paramètres à surveiller et sur lesquels fixer les alarmes selon les modes de ventilation invasive différents. Je vous remercie de votre attention.